À 11h02, le matin du 9 août 1945, la seconde bombe atomique explose à 450 mètres au-dessus de la vallée d'Urakami, à Nagasaki. La boule de feu atteint des températures que le corps humain ne peut traiter comme une sensation. Environ 40 000 personnes meurent dans la première seconde. À 3 km du palais impérial, au cœur de Tokyo, dans un abri antiaérien sous la bibliothèque Obenko, 6 hommes débattent depuis 2h30 pour savoir s'il faut mettre fin à la guerre. Ils discutent depuis 10h30 environ. Ils ne savent pas encore pour Nagasaki. Le télégramme leur parviendra dans l'heure. Quand il arrivera, le vote ne changera pas. C'est la partie de l'histoire qui n'a aucun sens sans une reconstitution minutieuse. Une seconde arme nucléaire, employée contre une ville japonaise, alors que les 6 dirigeants de guerre les plus puissants du Japon étaient physiquement réunis à débattre de la capitulation, n'a pas brisé l'impasse. La bombe qui a tué 40 000 civils à Nagasaki était, à l'intérieur de cette pièce, une preuve qui confirmait ce que chacun des 6 hommes croyait déjà. 3 d'entre eux croyaient déjà que le Japon devait capituler. 3 d'entre eux croyaient déjà que le Japon ne le pouvait pas. La bombe n'a fait passer personne de l'autre côté. Pour comprendre pourquoi, il faut comprendre la pièce. Il faut comprendre les 6 hommes. Il faut comprendre la structure constitutionnelle qui exigeait l'accord des 6 avant que quoi que ce soit puisse être soumis à l'empereur. Et il faut comprendre que l'impasse qui a failli maintenir le Japon en guerre n'était pas, au fond, un débat sur la capitulation. La structure avait été conçue pour empêcher précisément la décision que le pays devait désormais prendre. L'amiral Suzuki Kantare avait 80 ans en août 1945. Il avait pris le poste de Premier ministre 4 mois plus tôt, le 7 avril, sachant ce que cette nomination signifiait. Il avait dit à sa fille, avant d'accepter, qu'on lui demandait de mourir. Il ne parlait pas au sens figuré. Le Premier ministre précédent avait été démis parce qu'Okinawa tombait. L'homme qui l'avait précédé avait été démis parce que ses pans étaient tombés. Le gouvernement japonais en 1945 était une fonction d'où l'on éjectait les hommes en direction de la tombe. Suzuki avait déjà survécu à des balles. Le matin du 26 février 1936, lors de la mutinerie de l'armée connue sous le nom d'incident Niniroku, un groupe de jeunes officiers avait fait irruption dans sa résidence officielle et lui avait logé 4 balles dans le corps. Il avait survécu parce que sa femme s'était jetée sur lui et avait demandé aux officiers, en les nommant un par un, de la laisser lui donner elle-même le coup de grâce. Ils avaient accepté et étaient partis. Les balles étaient restées dans son corps. Il les emporta avec lui dans le poste de Premier ministre 9 ans plus tard. La mutinerie avait été une tentative de jeunes officiers de l'armée pour s'emparer du gouvernement et imposer une politique de guerre plus agressive. Elle avait échoué. Ses chefs avaient été exécutés. Mais la logique politique qu'il avait produite, selon laquelle l'armée impériale ne tolérait aucun gouvernement civil qu'elle jugerait insuffisamment dévoué à l'Empire, n'avait pas, elle, été exécutée. Elle avait été institutionnalisée. Le Conseil suprême pour la conduite de la guerre, l'organe réuni dans le bunker le 9 août, comptait 6 membres permanents. Le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Armée, le ministre de la Marine, le chef de l'état-major général de l'armée, le chef de l'état-major général de la marine, 3 civils, en titre, et 3 uniformes. Pour qu'une décision puisse être soumise à la ratification de l'empereur, le Conseil exigeait le consensus, pas une majorité. Le consensus. L'armée avait également obtenu, des décennies plus tôt, une règle stipulant que le ministre de l'armée devait être un général en service actif, désigné par l'armée elle-même. Si l'armée retirait son ministre et refusait d'en proposer un remplaçant, le cabinet s'effondrait. Cela s'était déjà produit. C'était le mécanisme par lequel les militaires avaient fait tomber les gouvernements civils dans les années 1930 pour les remplacer par des gouvernements plus dociles à leurs exigences. Concrètement, cela signifiait que n'importe lequel des 3 membres en uniforme du Conseil suprême pouvait opposer son veto à une décision de capitulation, et que le ministre de l'armée pouvait faire s'effondrer le gouvernement tout entier si le reste du Conseil tentait d'avancer sans lui. La structure avait été bâtie pour s'assurer que la voie de l'armée ne puisse jamais être contournée. En août 1945, cette structure était devenue ce qui se dressait entre le Japon et la fin de la guerre. Suzuki le comprenait en prenant ses fonctions. Les hommes qu'il avait nommés le comprenaient. L'empereur, qu'il avait personnellement réclamé, le comprenait. Il ne choisissait pas un premier ministre. Il choisissait un homme dont la mission était de trouver une issue à un piège que le pays s'était lui-même tendu. Le piège commença à se refermer dans les heures qui précédèrent l'aube du 9 août.
La première nouvelle était arrivée 3 jours plus tôt. Le matin du 7 août, Tokyo recevait des rapports faisant état d'une seule arme ayant détruit Hiroshima. Les rapports étaient fragmentaires. L'armée impériale refusa d'abord d'admettre qu'une seule bombe ait pu provoquer ce que la reconnaissance aérienne décrivait. Une équipe de physiciens, dont Yoshio Nishina, fut dépêchée vers le sud. Au soir du 7 août, l'équipe avait commencé à confirmer ce que le président Truman avait annoncé depuis Washington, que l'arme était atomique et que les Américains en avaient d'autres. Le ministre des Affaires étrangères Teiji Shigenori, le matin du 8 août, demanda audience à l'empereur. Il dit à Hirohito que la guerre ne pouvait plus être poursuivie. L'empereur acquiesça. Il chargea Teiji de transmettre cela à Suzuki. Une réunion du Conseil suprême fut prévue pour plus tard ce jour-là. Elle n'eut pas lieu. Les membres de l'armée n'étaient pas disponibles. La mécanique de l'impasse fonctionnait, déjà avant même que l'impasse ne commence. Ce soir-là, à 17 heures, heure de Moscou, l'ambassadeur soviétique reçut l'ambassadeur japonais Sato Naotake et l'informa que l'Union soviétique, à compter de minuit, se considérait en guerre avec le Japon. Sato envoya le télégramme. Il n'arriva pas à Tokyo à temps. À minuit 1, le 9 août, les forces soviétiques franchirent la frontière mandchoue dans 3 directions. À 1,5 million d'hommes, 5 000 chars. L'armée du Kwantung, jadis la formation la plus redoutée du Japon, avait été vidée de sa substance pour la défense de l'archipel. Les forces soviétiques avancèrent plus vite qu'aucun planificateur à Tokyo ne l'avait cru possible. Le télégramme parvint au ministère des Affaires étrangères à 4 heures du matin. On réveilla Teiji. Il se rendit à la résidence de Suzuki. Suzuki était déjà debout. Les 2 hommes comprirent immédiatement ce qui venait de se passer. L'entrée des Soviétiques n'était pas un désastre supplémentaire. C'était un désastre structurel. La stratégie diplomatique du Japon depuis 4 mois reposait sur l'hypothèse que Staline servirait de médiateur pour une paix négociée. Teiji envoyait des télégrammes à Moscou pour réclamer cette médiation. Staline temporisait parce qu'il avait l'intention d'entrer en guerre et de s'emparer de territoires. Désormais, il l'avait fait. Toutes les hypothèses sur lesquelles reposait la position japonaise s'étaient effondrées en une seule nuit. La réunion du Conseil suprême était fixée à 10h30. Les membres commencèrent à arriver peu avant. Le bunker était petit, mur de béton, une seule longue table. La température à l'intérieur, début août, était pénible. Les hommes s'assirent dans la même configuration que depuis des mois. Suzuki en bout de table, Teiji et Yone d'un côté, Hanami, Umezu et Toyoda de l'autre. À 11h02, pendant qu'Hanami parlait, la bombe explosait au-dessus de Nagasaki. La nouvelle ne parvint pas dans la pièce avant un certain temps. Quand elle arriva, ce fut sous la forme d'une note écrite. Hanami la lut. Il continua de parler. Pour comprendre ce qui se disait dans cette pièce, il faut comprendre qui s'y trouvait. Teiji Shigenori avait 63 ans. C'était un diplomate de carrière qui avait été opposé à la guerre depuis le début. Il avait été ministre des Affaires étrangères fin 1941, avait tenté d'empêcher l'attaque de Pearl Harbor par des négociations de dernière minute à Washington, avait échoué et avait démissionné. Il avait été ramené au gouvernement par Suzuki en avril 1945, précisément parce que Suzuki avait besoin de quelqu'un disposé à négocier la fin. Il avait lu la déclaration de Potsdam dans le détail. Il avait conclu que ces termes étaient acceptables si un élément pouvait être préservé, l'institution impériale elle-même, ce que les Japonais appelaient le Kokute, le corps national. Sa position au matin du 9 août était déjà arrêtée. Capituler à une condition. Yone Mitsumasa, le ministre de la Marine, avait 65 ans. Il avait été brièvement Premier ministre en 1940 et en avait été chassé par l'armée pour s'être insuffisamment aligné sur l'axe. Il voulait la fin de la guerre depuis la perte de Seppan en juillet 1944. En août 1945, la marine impériale avait pratiquement cessé d'exister en tant que force combattante. L'honnêteté institutionnelle de Yone sur ce point était rare parmi les officiers japonais. Il soutenait Teiji. Suzuki lui-même, en bout de table, était plus difficile à cerner. Il parlait peu dans les premières phases des réunions. Sa position, tout au long du printemps et de l'été, avait été soigneusement ambiguë. Certains de ses collègues de l'armée le croyaient favorable à la poursuite de la résistance. L'empereur et la cour intérieure pensaient le contraire. Suzuki avait passé 4 mois à s'assurer que personne ne sache exactement où il se situait. C'était délibéré. Il avait calculé que si l'armée l'identifiait comme un partisan de la paix,
il serait écarté et que le prochain Premier ministre serait un général. Hanami Koreshika, le ministre de l'armée, avait 58 ans. Il avait été aide de camp de l'empereur à la fin des années 1920. La relation entre Hanami et Hirohito n'était pas celle d'un soldat à un souverain. Elle était personnelle. Hanami était, selon tous les témoignages de ceux qui servirent sous ses ordres, un homme d'une force physique et morale rare. Ses subordonnés le décrivaient comme le seul officier supérieur capable d'entrer dans une salle d'officiers de rang intermédiaire et de l'imposer au silence par sa seule présence. Le matin du 9 août, avant la réunion, il avait pratiqué le ken pendant 1 heure, comme il le faisait la plupart des matins. Umezu Yoshijiro, le chef d'état-major de l'armée, avait 63 ans. Il était le principal architecte de l'opération Ketsuge, le plan de défense de Kish contre l'invasion américaine attendue. Le plan prévoyait le déploiement de 9000 appareils kamikazes, la mobilisation massive des civils et entre 200 000 et 1 million de paires américaines estimées dans les premières semaines du débarquement. Umezu croyait que ce plan obligerait les États-Unis à négocier des conditions. Il l'avait dit, par écrit, à son propre état-major. Toyoda Soemu, le chef d'état-major de la marine, avait 60 ans. Il avait été nommé en mai 1945. Il s'alignait sur Umezu. La marine qu'il commandait nominalement n'avait ni carburant ni presque plus aucun navire, mais son opposition à la capitulation était philosophique plutôt qu'opérationnelle. C'étaient ces 6 hommes. 3 avaient conclu que la guerre devait finir. 3 avaient conclu qu'elle ne le pouvait pas. TG ouvrit la séance. Il exposa sa position. Il proposait l'acceptation de la déclaration de Potsdam à une seule condition, la préservation de l'institution impériale. Il parla quelques minutes. Il invoqua l'entrée en guerre des Soviétiques. Il décrivit la position diplomatique comme effondrée. Yonei le soutint. Brièvement, Hanami répondit. Il proposait l'acceptation à 4 conditions. La première était la même que celle de TG, la préservation de l'institution impériale. La deuxième était que les îles principales du Japon ne soient pas occupées par les forces alliées, ou, si une occupation s'avérait nécessaire, qu'elle soit limitée à une force symbolique en un seul lieu et qu'elle ne comprenne pas Tokyo. La troisième était que les forces japonaises à l'étranger soient autorisées à se désarmer elles-mêmes et à rentrer chez elles sous leur propre commandement. La quatrième était que tout procès pour crime de guerre soit conduit par le gouvernement japonais lui-même. Les 4 conditions n'étaient pas des positions de négociation. C'étaient, telles quelles, des conditions que les Alliés n'accepteraient jamais et que tout le monde dans la pièce savait que les Alliés n'accepteraient jamais. TG le dit directement. Il fit observer que la déclaration de Potsdam était un ultimatum, non une offre d'ouverture. Il dit que demander ces 4 conditions équivalait à refuser de capituler. Hanami ne le nia pas. Il dit que si les Alliés refusaient les 4 conditions, le Japon devrait livrer la bataille décisive sur les îles principales, infliger le maximum de dommages à la force d'invasion et obtenir de meilleurs termes par cette bataille. Umezu le soutint. Il présenta l'argumentaire opérationnel de Ketsuge. Il estimait que les Américains subiraient à Kish des pertes telles qu'il préférait un règlement négocié. Il décrivit le déploiement des kamikazes, les fortifications côtières, les forces civiles mobilisées. Il parlait avec la précision d'un planificateur qui avait passé 2 ans sur ce document. Toyoda soutint Umezu. La note concernant Nagasaki arriva pendant cet échange. Hanami la lut. Il dit, en substance, que les Américains disposaient manifestement d'autres armes atomiques. Il dit que cela avait été anticipé. Il dit que cela ne changeait pas le calcul stratégique, parce que ces armes étaient employées contre des villes et que le Japon avait déjà absorbé la destruction de villes. Tokyo avait brûlé en mars, faisant 100 000 morts en une seule nuit, sans que la volonté nationale n'ait cédé. Les bombes atomiques, soutint-il, n'étaient qu'une version plus efficace d'une destruction que le Japon avait déjà endurée. L'argumentation continua 1 heure encore. Vers 13 heures, Suzuki proposa une suspension de séance. Les 6 n'avaient abouti à aucune décision. Le cabinet, organe plus large de 15 membres, devait se réunir à 14h30. Les hommes quittèrent le bunker. Le vote, lorsqu'il fut posé, fut de 3 contre 3. TG, Yonei et Suzuki pour la position à une condition. Hanami, Umezu et Toyoda pour celle à 4 conditions. C'est ce que les archives montrent en surface. Ce que les archives montrent sous la surface, c'est autre chose. Hanami n'avait pas plaidé pour ce qu'il disait. Dans les semaines précédant le 9 août, Hanami s'était entretenu en privé avec plusieurs personnes au sujet de la guerre.
La conversation la mieux documentée fut celle qu'il eut avec son beau-frère, le lieutenant-colonel Takeshita Masahiko, qui faisait partie de son état-major. Le témoignage de Takeshita, livré après la guerre, décrivait un Anami qui comprenait que la guerre était militairement perdue. L'arme atomique d'Hiroshima n'avait pas modifié sa compréhension. Elle ne l'avait fait que confirmer plus tôt qu'il ne l'avait prévu. Les fragments du journal d'Anami à la même période, aussi lacunaires soient-ils, décrivent un homme qui se prépare à perdre un pays, non à le sauver. Il employait le mot destin. Il employait l'expression plus aucune voix. Si Anami croyait la guerre perdue, la question devient pourquoi il s'est tenu devant le Conseil suprême au matin du 9 août pour exiger 4 conditions qu'il savait que les Alliés refuseraient. La réponse se trouve dans le bâtiment derrière lui. L'armée impériale japonaise d'où 1945 n'était pas un instrument unifié de la politique d'État. C'était une institution dont les rangs intermédiaires, les colonels, les commandants, les lieutenants-colonels de l'état-major général et du ministère de la guerre portaient une idéologie de la mort nationale que la haute hiérarchie avait passé 20 ans à cultiver et ne pouvait plus contrôler. La doctrine du Ryokusei, le joyau brisé, l'anéantissement honorable, n'était pas un slogan. C'était la logique opérationnelle d'une génération d'officiers qui en avait répété, depuis leurs années de cadets, que la capitulation était une forme d'inexistence morale. Ces officiers n'étaient pas des abstractions. Ils avaient des noms. Ils avaient des bureaux dans le bâtiment du ministère de la Guerre, à 3 kilomètres du bunker où se réunissaient les 6. Au 9 août, ils avaient déjà commencé à discuter entre eux de ce qu'ils feraient si le gouvernement tentait de capituler. Le complot était suffisamment visible pour qu'Anami soit au courant. Umezu aussi. Et le Kampete, la police militaire, également. Le principal conjuré était un certain Hatanaka Kenji, commandant rattaché au ministère de la Guerre. Il avait 33 ans. Il croyait que le Kokute exigeait la destruction de la population pour la défense du trône. Il avait commencé, début août, à dresser la liste des officiers supérieurs qu'il faudrait tuer si le cabinet tentait de capituler. La liste comprenait Suzuki. Elle finirait par inclure Anami lui-même. Voilà ce qu'Anami devait gérer. Si le ministre de l'armée du Japon se levait au Conseil suprême et disait ouvertement que le Japon devait capituler à la seule condition de TG s'il abandonnait l'exigence d'occupation limitée, d'autodésarmement, d'autojugement, il perdrait la discipline de ses propres subordonnés. Hatanaka et les hommes qui l'entouraient n'interpréteraient pas sa déclaration comme une politique. Ils l'interpréteraient comme une trahison. Le coup d'État qui se formait déjà s'accélérait. L'armée ne capitulerait pas. Elle se fracturerait. Dans ces fractures, le cabinet serait tué et le pays continuerait de se battre, sans chef, jusqu'à cesser de fonctionner comme pays. Les 4 conditions d'Anami n'étaient pas une position de négociation avec les Américains. C'était un message à ses propres subordonnés, leur signifiant qu'il ne les avait pas abandonnés. Chaque condition répondait à une angoisse précise au sein du corps des officiers. Pas d'occupation, c'est-à-dire pas de troupes étrangères défilant devant le palais impérial. Autodésarmement, c'est-à-dire que l'armée ne serait pas conduite en captivité par des Américains. Autojugement, c'est-à-dire que les officiers japonais ne comparaîtraient pas devant des tribunaux étrangers. Les conditions étaient une couverture psychologique pour une base à laquelle on ne pouvait pas dire la vérité. Umezu gérait la même base. Et Toyoda aussi, à sa manière plus contenue. Ce que la pièce contenait, au matin du 9 août, n'était pas un désaccord sur l'opportunité de capituler. C'était un désaccord sur la possibilité de dire à l'armée impériale qu'elle avait été vaincue. TG, Yone et Suzuki avaient décidé que oui. Anami, Umezu et Toyoda n'avaient pas décidé que non. Ils avaient décidé que dire à l'armée oui, ouvertement, à cet instant, produirait un résultat pire que la guerre qu'ils étaient déjà en train de perdre. C'est ce que montrent les archives, reconstituées à partir des témoignages d'après-guerre de ce que la famille d'Anami a conservé de ses papiers privés. Elles ne montrent pas qu'Anami voulait secrètement la capitulation. Elles montrent quelque chose de plus complexe, un homme dans une position institutionnelle, d'où il ne pouvait dire ce qu'il croyait sans provoquer l'effondrement de l'institution au nom de laquelle il parlait. La réunion du cabinet, qui commença à 14h30, se prolongea au-delà de 22h. 15 hommes. L'impasse se reproduisit. Certains membres soutenaient la position de TG, d'autres celle d'Anami. Le vote, lorsque Suzuki finit par le poser, fut sans conclusion. Suzuki ne le soumit pas à un décompte contraignant. Il laissa la séance achever sans décision formelle. Il avait passé l'après-midi à préparer autre chose.
Quelque temps après 22 heures ce soir-là, Suzuki téléphona au marquis Kido Kishi, le grand chambellan, l'homme qui contrôlait l'accès à l'empereur. Suzuki employa une formule qu'il n'avait jamais utilisée dans aucune de leurs conversations précédentes. Il demanda une conférence impériale, en présence du trône, avec sollicitation directe de la décision de l'empereur. La constitution japonaise ne prévoyait pas que l'empereur tranche une impasse au sein du cabinet. Le rôle de l'empereur était de ratifier des décisions déjà prises par ses ministres. Demander à l'empereur de trancher entre des positions concurrentes était, dans le cadre qui régissait le gouvernement japonais depuis la restauration Meiji, une improvisation constitutionnelle sans précédent. Kido comprit ce que Suzuki demandait. Il accepta. La conférence fut fixée juste avant minuit, dans le même complexe souterrain où les 6 étaient réunis ce matin-là. L'empereur entra dans la pièce à 23h50 en uniforme de l'armée. Il s'assit sur une estrade légèrement surélevée à l'extrémité de la longue table. Les membres du Conseil suprême étaient assis dans la même configuration que lors de la réunion du matin. Le président du Conseil privé, Hiranuma Kishir, avait été ajouté à la demande de Suzuki. Le secrétaire du cabinet, Sakomizu Isatsun, était assis à une petite table latérale pour tenir le procès-verbal. Suzuki ouvrit la séance. Il expliqua que le Conseil suprême n'avait pu parvenir à une décision. Il demanda à TG d'exposer la position à une condition. TG parla pendant 10 minutes. Il demanda à Hanami d'exposer la position à 4 conditions. Hanami parla pendant 15 minutes. Hiranuma demanda alors la parole. Il parla pendant près d'une demi-heure. Il interrogea les 2 positions sur le sens du kokute, sur la question de savoir si l'institution impériale pouvait survivre à n'importe quelle version de la capitulation proposée, sur la question de savoir si l'on pouvait faire confiance aux puissants alliés pour respecter la moindre condition. Son interrogatoire était conçu pour rendre l'impasse limpide aux yeux de l'homme assis sur l'estrade, qui n'avait pas encore parlé. Vers 2 heures du matin, Suzuki se leva. Il s'adressa directement au trône. Il dit que le Conseil suprême était dans l'impasse. Il dit que le cabinet était dans l'impasse. Il dit que le moment exigeait une décision impériale, et il demanda à l'empereur de la rendre. Les hommes présents comprirent, tandis que Suzuki parlait, qu'ils assistaient à quelque chose qu'ils n'avaient encore jamais vu. On ne demandait pas à l'empereur de ratifier. On lui demandait de trancher. Hirohito parla. Beaucoup des hommes présents, dont Hanami, avaient mené toute leur carrière sans jamais entendre la voix de l'empereur dans une réunion politique. La voix de Hirohito était haute et basse de volume. Il parlait dans la langue formelle de la cour, ce qui faisait paraître, aux hommes présents, ces paroles comme venues d'une grande distance. Il dit qu'il avait considéré les 2 positions. Il dit qu'il était d'accord avec le ministre des Affaires étrangères. Il dit qu'il ne pouvait supporter de voir ces sujets continuer de souffrir. Il dit que le moment était venu de supporter l'insupportable. Il autorisa l'acceptation de la déclaration de Potsdam à la seule condition concernant l'institution impériale. Il se leva et quitta la pièce. Certains des hommes présents pleuraient. Hanami ne pleurait pas. Il s'inclina profondément lorsque l'empereur passa devant lui. Il ne dit rien. Les hommes restèrent dans la pièce quelques minutes encore après le départ de l'empereur. Suzuki dit, finalement, que la décision de l'empereur devait être appliquée et que le cabinet rédigerait l'acceptation formelle dans l'immédiat. Le télégramme acceptant Potsdam, assorti de la clause sur l'institution impériale, fut transmis aux Alliés via la Suisse et la Suède plus tard ce matin-là, le 10 août. Ce que les 6 n'avaient pas réussi à faire en 14 heures de réunion, l'empereur l'avait fait en 3 phrases. L'impasse n'avait pas été brisée. Elle avait été contournée par une procédure sans fondement constitutionnel et dont chacun, dans la pièce, savait qu'elle ne pourrait être répétée. L'armée n'avait pas encore été informée. Les 5 jours entre le 10 et le 14 août contiennent la partie de l'histoire que les historiens décrivent souvent et regardent rarement de près. La réponse américaine, rédigée par le secrétaire d'État James Byrne, revint le 12 août et était délibérément ambiguë sur l'avenir de l'institution impériale. L'ambiguïté ranima l'impasse. Une seconde conférence impériale fut nécessaire le 14 août. Hirohito répéta sa décision en termes plus appuyés. Le rescrit mettant fin à la guerre fut rédigé cet après-midi-là. L'empereur l'enregistra sur 2 disques phonographiques aux premières heures du 15 août. Dans la nuit du 14 août, alors que l'enregistrement était en cours, le commandant Hatanaka Kenji et un petit groupe d'officiers tentèrent le coup d'État qui se formait depuis des semaines. Ils occupèrent le palais impérial.
Ils tuèrent le commandant de la division des gardes impériaux, le lieutenant-général Mori Takeshi, lorsqu'il refusa de les soutenir. Ils cherchèrent, durant des heures, l'enregistrement du rescrit. Ils ne purent le trouver. Le disque avait été caché dans un petit coffre, dans un appartement réservé aux femmes du palais. Le coup d'État échoua avant l'aube. Il échoua parce que l'armée du district oriental, formation dont l'appui aurait été nécessaire, refusa de bouger sans l'autorisation d'Anami. Anami ne la donna pas. Il était dans sa résidence officielle, à boire du saké avec son beau-frère Takeshita, l'homme à qui il avait dit, des semaines plus tôt, que la guerre était perdue. Vers 5 heures du matin, le 15 août, Anami accomplit le seppuku. Sa lettre d'adieu contenait une seule phrase sur ses intentions. Il y écrivait que pour ses grands crimes, il mourrait en expiation. Il ne précisait pas lesquels. Il laissa une lettre séparée pour l'empereur, qui contenait des excuses. Atanaka se tira une balle devant le palais impérial plus tard ce matin-là. À midi, la voix enregistrée de l'empereur fut diffusée à travers le Japon. La plupart de la population ne l'avait jamais entendue. L'enregistrement, réalisé sur du matériel qui supportait mal la langue formelle de la cour, était presque inaudible par endroits. Les hommes et les femmes qui l'entendirent comprirent que la guerre était finie. L'impasse de 3 contre 3 du 9 août n'avait pas été brisée. Elle avait été suspendue par une improvisation constitutionnelle exécutée par un premier ministre de 80 ans qui portait des balles dans le corps depuis 9 ans, dans un bunker sous une bibliothèque, devant un empereur à qui l'on n'avait jamais demandé auparavant de trancher quoi que ce soit. La structure qui avait produit l'impasse était toujours là. Le veto institutionnel du ministre de l'armée était toujours là. La règle de l'unanimité était toujours là. Rien n'en avait été retiré. Ce que l'impasse a révélé, c'est à quoi servent les institutions et à quoi elles ne servent pas. Le Conseil suprême avait été conçu, des décennies plus tôt, pour empêcher qu'aucune faction ne puisse imposer au Japon une décision désastreuse. En août 1945, le désastre qui l'empêchait, c'était la fin d'une guerre que le Japon avait déjà perdue. La structure fonctionnait exactement comme prévu. Elle empêchait précisément la décision que le pays avait besoin de prendre. Une guerre qui avait tué plus de 3 millions de Japonais, plus de 10 millions de Chinois, des centaines de milliers d'Américains, de Britanniques, de Philippins, d'Indonésiens et de Coréens, ne s'est pas terminée parce que les 6 étaient d'accord. Elle s'est terminée parce que 6 hommes ne pouvaient pas s'accorder, et qu'un homme, qui n'avait aucune autorité constitutionnelle pour décider, fut tout de même prié de décider, par un autre homme qui n'avait aucune autorité constitutionnelle pour le lui demander. Les balles dans le corps de Suzuki y avaient été logées en 1936 par des officiers convaincus que l'on ne pouvait pas confier à un gouvernement civil la défense de l'Empire. En 1945, il se servit du poste que ces balles avaient failli lui coûter pour faire la seule chose que ces officiers avaient cherché à empêcher. Le système survécut intact. Il ne fut démantelé que par l'occupation qui suivit. Ce qui a failli maintenir le Japon en guerre le 9 août, ce n'était pas le fanatisme. C'était une structure constitutionnelle bâtie avec un tel soin que même la catastrophe ne pouvait l'ébranler. Ce qui a mis fin à la guerre, c'est la volonté d'un vieil amiral et d'un empereur silencieux, dans les dernières heures qui leur restaient, de sortir entièrement de cette structure. Il n'y avait aucun précédent à ce qu'ils ont fait. Il n'y en a eu aucun depuis.